qui est maître Xavier Dulin du cabinet Barthélémy. Et je lui laisse quelques mots pour se présenter et après, on rentre dans le vif du sujet. Bonsoir à tous. Merci Régis pour cette proposition. Je suis effectivement très content de participer avec vous à ce webinaire. Comme on dit maintenant, pour répondre à vos questions, on va aller à l'essentiel. Je suis conseiller en droit social depuis maintenant plus de 20 ans et je connais assez bien, c'est pas prétentieux, votre domaine d'intervention, ayant participé il y a quelques années de ça à la préparation de votre convention collective de branche sur laquelle nous aurions, j'imagine, Régis et moi, beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas l'objet de notre réunion aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions liées à la crise sanitaire et soyez pas surpris de ces questions-là. Il n'y a pas de mauvaises questions par ces questions-là, puisqu'il y a eu, c'est vraiment mon seul point d'introduction, plus de 60 textes qui ont été adoptés pendant la crise sanitaire pour la seule matière sociale, ce qui vous donne une idée, un texte de loi, ordonnance et décret, ce qui vous donne une idée de l'importance du sujet et de l'évolution de la matière. Dans 48 heures, ce qu'on s'est dit pourrait être remis en cause par un communiqué du ministère, de la DGEFP ou de la Direction générale du travail. Donc la matière est sensible, je ne suis pas surpris que vous ayez beaucoup de questions et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui, sincèrement, de pouvoir en direct m'efforcer d'y répondre avec Régis Granem. Merci beaucoup Xavier. Alors ce soir, on inaugure ce nouveau format de parole d'experts par une thématique qui est quels sont les bons réflexes qu'un employeur doit adopter lors d'un contrôle du travail. Alors pourquoi ce sujet? Puisque depuis le début, depuis maintenant le 13 mars, on a cessé de porter votre attention sur que les dispositifs, la situation sanitaire et les dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner les entreprises dans cette session de crise allaient nécessairement déboucher sur des contrôles par l'autorité de tutelle, hein, qui est le ministère du Travail et sa déclinaison territoriale, qui sont les inspections du travail. Alors, on avait déjà des prémices. Il y a un mois, sur les annonces Pôle, on a eu un florilège d'annonces Pôle emploi qui ont recruté des chargés de projet, des chefs de projet, pour mettre en place des plans de contrôle de la mesure phare du gouvernement pour nous accompagner dans cette crise, qui a été la mise en activité partielle, avec des règles tout à fait nouvelles et dérogatoires sur ce qui était le régime classique d'activité partielle, avec, on en a discuté pendant longtemps, pendant ces 3 mois, des vraies problématiques de fond sur l'activité partielle dans le cadre des services à la personne, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nos salariés sont des salariés à temps partiel, et que l'activité partielle est quand même était plus adaptée à des salariés à temps plein, sur le fait qu'essentiellement l'ensemble de nos salariés sont sous une forme d'annualisation de temps de travail, ce qui fait qu'on n'est pas rentré dans les cases classiques des formulaires de déclaration d'activité partielle pour les salariés. Et puis surtout dans une spécificité que dans les motifs qui nous ont permis de recourir à l'activité partielle, on avait eu le choix entre, on a toujours le choix d'ailleurs, entre 2 motifs qui étaient depuis le début la baisse d'activité du fait de nos clients ou l'impossibilité pour nous d'assurer les moyens de protection nécessaires aux salariés face aux nouveaux risques pour lesquels nous étions exposés, c'est-à-dire celui du Covid. C'était les 2 principaux motifs de recours. Cela étant si simple, comme a rajouté des nouveaux cas de figure d'activité partielle et qui sont à traiter différemment. Et je pense que Xavier fera un petit focus là-dessus. C'est les arrêts de travail qu'on peut appeler dits Covid, qui n'ont pas été traités comme des arrêts de travail classiques remboursés par l'assurance maladie, mais qui ont été basculés dans un dispositif d'activité partielle, avec des motifs, donc qui a été le certificat d'isolement, puis ça a été ensuite les arrêts, dans un premier temps des arrêts de travail, maladie, mais gérés par l'activité partielle, un basculement par des certificats d'isolement, ensuite les activités partielles dites pour garde d'enfants, et on voit bien qu'ils n'ont pas obéi aux mêmes règles, et aujourd'hui se pose la question, c'est lorsqu'un inspecteur du travail va venir contrôler la légalité de vos mises en activité partielle. Quelle va être son analyse? Comment va-t-il procéder au contrôle? Et quelles sont les pièces qu'il va vous demander? Et surtout, comment, à partir de nos spécificités sectorielles, on va pouvoir expliquer à l'inspecteur du travail
la fonction dont on travaille et le pourquoi, par exemple, un salarié dans les services à la personne, en termes de temps de travail, le temps de travail hebdomadaire, ben, il n'est pas linéaire. On fait pas, même s'il est à temps partiel, il ne fait pas 20 heures toutes les semaines. Il fera une semaine à 20 heures, une semaine à 5 heures, une semaine à 28 heures, et puis il va retourner une semaine à 2 heures. Et dans un système d'activité partielle, comment le justifier et comment expliquer un petit peu cette mécanique de l'annulation du temps de travail? Je crois qu'il va falloir l'expliquer avec des mots simples, et c'est un petit peu le challenge qu'on pose à Xavier ce soir. C'est comment expliquer à un inspecteur du travail l'annualisation dans le cadre des services à la personne et pour lui expliquer la conséquence qui a été que soit on a déclaré du réel dans les activités partielles, soit on a déclaré des plannings théoriques, soit des plannings moyens par rapport à la durée annuelle du temps de travail. Donc, comment expliquer ces variations-là? Et à côté de cela, il y a quand même un autre événement majeur, ce qui a été comment s'adapter aux nouveaux risques pour lesquels on a été confronté, qui était le Covid-19, avec des spécificités que nos salariés ont été, sont encore des premières lignes, donc ont été en contact avec le risque d'infection Covid. Du coup, quels sont les effets en termes d'obligation de l'employeur en termes de santé et de protection? Donc, c'est tout le débat des EPI et je vois que les questions pleuvent encore à aujourd'hui là-dessus. Et donc, c'est de faire un petit point à aujourd'hui. Qui dit contrôle, il faut peut-être expliquer d'abord quels sont les risques d'un contrôle pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc, à aujourd'hui, on a deux types de risques. Les risques liés, je dirais, assez classiques de la santé et la protection du salarié. Quels sont les risques pour un employeur par rapport à cela? Ensuite, les risques dans le cadre d'un contrôle de la déclaration d'activité partielle. Que se passe-t-il en cas de fraude? Quel est le niveau de responsabilité de l'employeur? Et peut-être que Xavier, dans un premier temps, va un petit peu vous exposer en termes de responsabilité. Eh bien, aujourd'hui, par rapport au risque santé et sécurité au travail et par rapport à l'activité partielle, quelle est la responsabilité de l'employeur? C'est quoi la responsabilité civile de l'employeur? C'est quoi une responsabilité pénale de l'employeur? Et au regard, par exemple, des obligations de protection du salarié par rapport au risque Covid, eh bien, si vous me permettez le jeu de mots, que risque l'employeur? Et à partir de là, comment va s'inscrire le contrôle de l'inspection du travail? Et puis surtout, comme vous l'avez très bien dit Xavier en propos introductif, on a eu affaire à une soixantaine de textes qui n'ont pas forcément la même valeur juridique. Demain, lors d'un contrôle, est-ce qu'un inspecteur du travail peut vous reprocher de n'avoir pas mis en œuvre un guide pratique? Un inspecteur du travail peut-il vous reprocher et donc vous sanctionner ou constater par procès verbal, par exemple, que vous n'avez pas appliqué une ligne du guide de déconfinement, que par exemple, vous n'avez pas informé les salariés que dans une pièce, au regard de sa jauge, il n'y avait que 4 personnes qui pouvaient se réunir. Si l'inspecteur constate cela, peut-il dresser un procès verbal par rapport à ce constat? Quels sont vos risques et qu'est-ce que vous pouvez y répondre? Et voilà, j'ai déjà été trop bavard, mais vous savez que je suis très bavard. Maintenant, je me tais, je ne dis plus rien et je cède la parole à Xavier. Xavier, c'est à vous. Avec plaisir. Alors, en fait, Gis, il y a plusieurs questions. Donc, évidemment, vous me relancerez si certains des sujets évoqués ne sont pas traités. Le premier, je pense le plus important dans l'immédiat, c'est de se dire que si vous avez une visite, c'est vrai pour chacun d'entre vous, si vous avez une visite d'un contrôleur SAF, d'un médecin du travail ou d'un inspecteur du travail, partez du principe que vous allez devoir, mais c'est bien évidemment votre logique, lui accorder la plus grande attention et le plus grand respect. Ne partez pas énervé, si je puis dire pour faire court, avec votre interlocuteur. Préparez-le exactement comme pour un examen. C'est un examen que vous allez devoir passer et il faut s'imaginer qu'en termes de temps, vous allez le traiter exactement comme vous avez préparé dans le passé vos examens. Il faut le faire avec le même sérieux. Et c'est à partir de là, on sent déjà un petit peu dans un autre esprit, parce qu'effectivement, les contrôles vont porter sur quoi et après, quels seront les risques. Je vais essayer d'aborder ces 3 points. Les contrôles, ils vont porter sur les questions de sécurité, sur le recours au télétravail et sur le recours à l'activité partielle. La preuve est libre en matière sociale. Si vous avez
une chose à retenir ce soir, c'est ça. C'est que vous allez, on va dire que c'est déjà la deuxième chose à retenir. La première, c'est que je prépare un contrôle exactement comme je prépare un examen. Je le fais avec le plus grand sérieux. Ça prend du temps, ça me coûte, mais je le fais. La deuxième chose, c'est que la preuve est libre en matière sociale. Donc, j'ai vu déjà dans le lot de questions qu'on se demandait sur quelle base allait s'appuyer l'inspecteur. Tous vos arguments sont de bons arguments. Donc, des échanges par mail, des échanges par courrier, des données chiffrées seront utiles. Pour expliquer que vous avez fait ce qu'il fallait en matière de sécurité, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est dire, voilà ce que moi je fais, voilà comment je le fais, il faut faire de la pédagogie, et voilà ce que j'ai prévu de faire pour le faire correctement, pour que les intervenants interviennent dans de bonnes conditions, pour que les bénéficiaires des prestations soient au fait des difficultés, des mesures qui ont été prises et de celles qu'il fallait respecter. Tous les moyens de preuve sont bons, on est en matière civile, il n'y a pas une grille nous disant voilà ce qui serait bien pour le faire correctement, pour exercer votre activité correctement. Pour l'activité partielle et le télétravail, ça va être plus simple, plus net. L'activité partielle, pour répondre de manière très concrète, il faut normalement, effectivement, ce sont les cas que vous avez évoqués en introduction, qui est soit une baisse d'activité, soit une impossibilité pour l'activité partielle, oui, soit une baisse d'activité, soit un problème de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer parce qu'on a un problème de sécurité, soit qu'il y ait un arrêt de travail pour une personne vulnérable ou une personne qui vit avec une personne vulnérable. Il faut que là, vous ayez nécessairement pour chacun de ces points des données. Alors, des données par rapport à votre baisse d'activité, il faut donner des éléments comptables sur l'évolution de votre carnet de commandes ou de vos résultats. Donc, il faut déjà avoir des éléments chiffrés. Il fallait même normalement, au moment de la demande d'autorisation, que vous ayez des données chiffrées. Il ne fallait pas se contenter de dire « j'ai une baisse d'activité qui est liée au Covid-19 ». Il fallait dire « il y a une crise sanitaire qui a entraîné pour moi une baisse d'activité et je la chiffre ». C'est peut-être 2 lignes, mais ces renseignements, il fallait les donner. Pour les retardataires, il faudra les donner maintenant pour pouvoir caractériser cette baisse d'activité, donc donner des éléments chiffrés. C'est le meilleur moyen d'assurer pour la baisse d'activité la sincérité de ce que vous expliquez là. À charge pour l'inspecteur, s'il le conteste, d'aller ensuite contrôler vos données, votre liasse fiscale ou votre bilan, pour dire ben, moi je ne retrouve pas les explications que vous me donnez là. Mais au début, vous êtes censé être de bonne foi, il faut donner ces éléments chiffrés. Sur les éléments de sécurité, il faut qu'il y ait une démonstration, là aussi, qui soit retranscrite formellement. Donc, il faudrait qu'il y ait une explication de quelques lignes par écrit pour dire ben voilà ce que moi je m'apprêtais à faire et voilà pour quelles raisons précises je n'ai pas pu poursuivre mon activité et j'ai été par conséquent conduit à recourir au chômage partiel. Donc, des explications, là aussi, matérielles seront nécessaires. Donc, un descriptif très précis en disant ben voilà pour quelles mesures de sécurité j'ai eu une difficulté qui m'a empêché de travailler et qui m'a obligé à recourir au chômage partiel. Donc, données chiffrées, données techniques. Pour les arrêts de travail, ben, ça sera les échanges que vous avez eus avec les salariés intéressés, vous donnant une attestation pour dire ben voilà pourquoi, pour quelles raisons moi je suis en arrêt de travail. On a eu le problème pour la garde d'enfants, on a eu la question ensuite de la vulnérabilité, et c'est encore vrai tout ça jusqu'au terme de la crise sanitaire. Juste pour mémoire, la crise sanitaire se termine que le 10 juillet officiellement, et pour le dispositif de recours au chômage partiel, pour les conditions de recours au chômage partiel, on est encore dedans. Donc, il est encore possible de le faire des demandes et on aura jusqu'au 31 août encore pour la question des personnes vulnérables. Donc, on est encore en plein dedans, les conditions restent les mêmes, des éléments chiffrés pour la baisse d'activité, des éléments précis techniques sur les questions de sécurité et les attestations pour les arrêts de travail. Quels sont vos risques ? Ça, c'est pour les réponses de manière très générale. On prépare ça comme un examen, on donne des éléments en prenant le soin de l'accueil et de la rédaction ensuite. Il faut qu'il y ait nécessairement un échange d'écrit qui prendra du temps. Ça ne va peut-être pas se faire dès la première fois, tout de suite après la première visite de l'inspecteur, du contrôleur. On doit avoir un échange rapidement avec lui, quitte à compléter son dossier au fur et à mesure, mais il faut rapidement donner signe de vie. Il ne faut pas se contenter, une fois qu'il a refermé la porte, de se dire bon débarras, je prendrai tout mon temps maintenant. Non, il faut répondre très vite, quitte à compléter son dossier au fur et à mesure. Quels sont vos risques ? Vos risques qui sont, pour ce qui est, par exemple, on pourra évoquer les risques pour les autres questions, mais pour l'activité partielle, sont des risques civils et pénaux. Donc, c'est d'avoir risque civil,
c'est d'avoir à rembourser ce que vous avez payé et qui n'avait pas à vous être remboursé par le dispositif d'État. Vous savez, vous maintenez le salaire ou pas, en tout ou partie du salarié qui est en activité partielle, en chômage partiel, dit-on en langage courant, et vous avez ensuite bénéficié ou vous allez bénéficier d'un remboursement. S'il y a une difficulté, elle va être d'abord civile, c'est que vous pourriez avoir un enjeu en termes de remboursement, vous pourriez avoir des redressements qui vous conduiraient à rembourser tout ou partie de ce dispositif. Risque pénal ensuite, c'est un risque de fraude qu'on a souvent évoqué, donc c'est un risque délictuel. On peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement lorsque la fraude est caractérisée, c'est-à-dire lorsque l'intention de fraude, elle est elle aussi caractérisée. Il ne suffira pas qu'il y ait un élément matériel, c'est-à-dire qu'il y ait un différentiel chiffré. Il faudrait vraiment que vous ayez eu l'intention de tricher. Risque de fraude, on va jusqu'à 30 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement. Sérieusement, plus le risque pendant 5 ans d'être privé de certaines aides, notamment en matière d'emploi, je n'y crois pas. Vous avez un droit à l'erreur qui est consacré en droit administratif. Droit à l'erreur, ça signifie qu'on serait plutôt sur un niveau contraventionnel, toujours sur un risque pénal, mais contraventionnel. C'est-à-dire que vous auriez une sanction qui se limiterait à une amende, avec une possible remise en cause sur le terrain civil d'une partie des remboursements. Mais là, c'est en fait parce qu'il y aura un problème de chiffrage, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y aurait un écart entre ce que vous avez déclaré et les remboursements dont vous avez bénéficié et la réalité de ce qu'on va retrouver sur le papier. Dans la plupart des cas, même si le débat est assez vif avec l'inspecteur, dans la plupart des cas, vous pourrez faire jouer ce droit à l'erreur dès lors que vous avez été, encore une fois, de bonne foi et que vous faites l'effort de donner des justifications. Je redonne tout de suite la parole à Régis. Oui, en exemple, c'est très souvent les sollicités sur une problématique, c'est qu'on intervient très souvent auprès de personnes âgées, de personnes fragiles, et qui forcément peuvent avoir des difficultés à faire des attestations écrites, à faire un retour de mail comme quoi, en effet, pour la cause du Covid, elles ne souhaitent pas d'intervention. Donc, il y a beaucoup de structures qui s'inquiètent de cela, de se dire, ben voilà, la personne âgée a refusé les interventions de peur de contamination, et ça se comprend légitimement, sauf qu'elles n'étaient pas dans la capacité à exprimer par écrit, de formaliser le fait qu'elles suspendent l'intervention. Donc, on a une inquiétude, c'est que demain, j'ai fait des déclarations d'activité partielle, je dis que c'est au motif que le client a suspendu l'intervention, sauf que je n'ai pas d'éléments tangibles pour en apporter la preuve. Je n'ai rien, parce que j'ai beau relancer les personnes âgées ou leurs familles pour leur dire, mais faites-moi un petit écrit, envoyez-moi un petit courrier, comme quoi vous ne souhaitez pas l'intervention, et les personnes âgées dépendantes où l'autonomie est altérée ne peuvent pas nous exprimer tout cela. Donc, comment l'expliquer à l'inspecteur du travail? Parce que nécessairement, lors d'un contrôle, il va demander quels sont les justificatifs. Et là, toute une partie de la population, on va être dans cette incapacité-là. Alors, comment on peut réagir? Sur quelle base comment on peut lui expliquer cette situation-là? Et pensez-vous que c'est recevable? Et si vraiment il ne l'accepte pas, quels sont mes vrais risques en cas de, si ça doit finir en contentieux devant un juge, que puis-je avancer? Que puis-je dire? Est-ce que le juge va apprécier les faits à sa juste hauteur et bien acter et comprendre la situation, ou faut-il vraiment qu'on s'inquiète? Oui, il y a une inquiétude évidente à avoir. Je ne vais pas pouvoir vous rassurer pleinement, parce que évidemment, cette question de preuve, elle se pose dans cette matière-là, mais dans toutes les matières que l'on évoque en droit social, en droit pénal du travail également. La question de la preuve, elle est au cœur de tous nos débats depuis des décennies, sinon des siècles. Et donc, c'est constant. Alors, il faudrait, pour coller au réel, il faudrait normalement, effectivement, idéalement, avoir une attestation dans chacun des cas. Pour les problèmes de sécurité, les problèmes de vulnérabilité, pour les absences, il faut normalement avoir une attestation, il n'y a pas d'autres éléments. Comment va faire le contrôleur ou l'inspecteur? C'est que normalement, il va procéder sur la totalité de la période, il va vous demander des justificatifs pour chacun des cas. Ça, c'est s'il a du temps, il va vous dire, bah, vous avez eu le cas pour 20 ou 30 personnes, je vous demande 20 ou 30 justificatifs. Deuxième hypothèse, il va procéder par échantillonnage, c'est-à-dire qu'il va identifier 5 cas, il va par exemple sur 20 ou 30, et il va vous demander des justifications sur ces 5-là. Dans les 2 cas, il faudra faire le choix de donner le maximum d'éléments. Et c'est sur ça que s'appuiera, c'est-à-dire que peut-être que dans certains dossiers, vous aurez de toute façon une carence. Mais votre bonne foi, elle pourra être démontrée si dans les autres dossiers, si au moins un quart des explications, par exemple, c'est une donnée qui n'est pas du tout chiffrée comme ça,
dans les textes, mais que je peux vous donner moi par rapport à la position des juges. C'est-à-dire que votre sincérité, votre bonne foi, elle va dépendre de cette démonstration-là. Il ne faudrait pas que pour la totalité des dossiers, vous n'ayez rien. Il faudrait que pour au moins un quart, un tiers des dossiers, vous ayez des éléments. Soit idéalement une attestation, soit si vous n'y arrivez pas. Parce que vous avez, je sais bien comment ça s'est passé pendant cette période-là, c'était très difficile. Il y a d'ailleurs des problèmes pour des tas de gens qui se sont heurtés à des décès d'un parent. Il y a plein de problèmes actuellement liés à ça. C'est-à-dire qu'il est très difficile de se procurer tous les documents nécessaires auprès du notaire, de la banque et j'en passe. Donc là, dans ces cas-là, vous pourriez par exemple, parce qu'on est toujours en matière civile, vous pourriez simplement demander à l'une des personnes responsables de l'entourage de la personne concernée d'avoir son adresse mail, ne serait-ce que son adresse mail personnelle. Vous envoyez un mail pour lui dire « Je vous rappelle qu'au cours de cette période-là, nous avons eu telle ou telle difficulté. » La personne vous répond en vous disant « Un échange de mail, c'est quand même pas compliqué. Je vous confirme qu'effectivement, on s'est heurté à cette difficulté-là. Vous aurez un élément de preuve. C'est un commencement de preuve. J'entends bien que le juge va hésiter si vous n'avez que ça, mais vous aurez au moins démonstration de bonne foi et pas le risque de fraude. » Comment va se faire la différence entre le droit à l'erreur et donc un risque contraventionnel ou la fraude? Ça va être ça. Ça va être lié à l'intention. La preuve est libre, tous les moyens sont bons. Un texto, un SMS, avec un constat d'huissier, un huissier qui prendrait votre téléphone et qui verrait que dans votre téléphone, il y a eu un échange de SMS pour évoquer les difficultés, c'est recevable. En tout cas, moi, dans tous les dossiers que je plaide, j'en produis. Donc, et je sais qu'on obtient gain de cause. Donc, il faut se dire que le risque, il est maximal et que si on était sur une application de l'ensemble des règles, en fait, je vais vous le dire, vous seriez sur une application conforme de l'ensemble des règles qui ont été dictées, vous ne pouvez pas poursuivre votre activité. Vous ne pouvez pas recourir au chômage partiel, vous ne pouvez pas organiser correctement le télétravail. Donc, la réalité, c'est que vous devez faire au mieux de ce que vous savez et, encore une fois, tous les moyens sont bons. Idéalement, les attestations, mais pensez qu'un échange de mails, une conversation téléphonique, suivi d'un échange de SMS, ça sera un commencement de preuve sur l'échantillon qui aura été identifié par l'inspection ou sur la totalité de la période s'il a décidé de vous adresser une lettre d'observation, parce qu'on doit commencer par ça avant de dresser un procès verbal, que ce soit précédé d'une lettre d'observation. C'est à l'occasion de cette lettre d'observation que vous allez voir quels sont les dossiers pour lesquels vous avez intérêt à recueillir le maximum d'éléments probants. Même des témoins, on pourrait aller jusque-là. Si vraiment vous n'avez pas d'écrit, vous pourriez aller jusqu'au témoin de l'agence ou des parents proches qui vous diraient bah oui, on a bien eu un échange à ce sujet. Voilà, j'espère que je réponds déjà en partie à votre question. Xavier, si je me permets, je continue parce que c'est important. Par exemple, toutes nos structures ont l'obligation de la traçabilité de leur appel téléphonique. Est-ce qu'on pourrait admettre, par exemple, parce qu'une personne âgée ne va pas forcément répondre en texto, par contre, est-ce qu'on peut, par exemple, faire une copie de la traçabilité des process qualité des structures qui enregistrent les heures d'appel et qui résument les échanges qu'ils ont eus? Est-ce que, par exemple, si on sort un listing de tous les appels qu'on a eus fait par des salariés, c'est des salariés de l'entreprise qui vont appeler, mais qui va retracer tous les appels et qui vont noter en observation madame, monsieur ou madame telle refuse d'intervention, monsieur, madame, et qu'on produit en masse, c'est-à-dire qu'on peut dire que si j'ai par exemple une population de 100 personnes âgées, j'ai un listing de 80 appels téléphoniques où tous disent on refuse, on refuse, on refuse, on refuse. Est-ce que ce serait recevable? Oui, ça serait recevable et c'est une très bonne idée. Tous les moyens sont bons et ça, c'est un moyen objectif. Vous auriez votre relevé. En plus, vous avez un opérateur extérieur qui vous donnera ce relevé. Donc, il n'y aura pas de tricherie possible. C'est une excellente idée. C'est un élément de preuve tout à fait probant. Encore une fois, ce serait votre seul élément, ça serait plus délicat. Ce qu'il faudrait, c'est qu'au moins avoir à procéder à votre propre échantillonnage. Il faudrait qu'au moins vous ayez, j'entends par là qu'une partie de vos interventions soit parfaitement sécurisée. Vous ne pourrez pas pour la totalité, je l'entends parfaitement, et n'importe quel magistrat pourra l'entendre. Mais dans vos relations avec l'administration, ça va être plus compliqué parce qu'ils ont envie que tout soit propre et net. Mais vous pensez au coup d'après qui sera le risque de contentieux. Et dans le coup d'après, il faudrait que moins vous ayez un échantillon parfait. Et au-delà de l'échantillon, vous userez de tous ces moyens de preuve qu'on évoque là, et notamment celui que vous évoquez là, que vous visez là, qui est une très bonne idée. Alors, on a une question de Maryse qui nous dit qu'est-ce qu'il se passe lorsque la société qui a annulé les prestations, notamment de ménage et de jardinage, ou du fait du confinement, puisque le gouvernement a incité à confiner. Alors, c'est vrai qu'il y a deux questions en fait là. Est-ce que
est-ce que lorsque l'entreprise annule son propre fait les interventions, est-ce que nous sommes toujours éligibles à l'activité partielle et quels sont les éléments qu'on pourrait apporter lors d'un contrôle pour justifier le fait qu'on n'est pas allé faire du jardinage ou du ménage, alors que potentiellement, on aurait pu fournir tous les EPI nécessaires pour l'intervention. Je pense que en fait, moi, je viserais même 3 cas. En fait, vous avez 3 cas potentiels. Je vais en rajouter un. Je vais m'expliquer tout de suite. Je pense qu'il y a 3 cas dans lesquels on aurait pu avoir des difficultés en termes de sécurité et par conséquent recourir objectivement et sincèrement, de manière licite, au chômage partiel. C'est le premier cas, c'est vous qui le décidez, vous, employeur, qui avez fait, qui faites, ça peut être fait maintenant, le constat de difficulté en termes de sécurité. Vous dites non, moi, j'ai pris la décision, mais il faut encore le ressourcer, le renseigner. Hein. Il ne faut pas dire je l'ai au doigt mouillé. Hein. J'ai décidé, moi, employeur, pour telle ou telle raison technique, que l'intervention ne pouvait pas se faire. Deuxième possibilité, c'est un salarié, un intervenant, qui vous dit en fait, moi, je pense que ce que vous m'avez dit là, c'est pas bon, ça ne me permettra pas d'intervenir. Là, vous pourriez aussi avoir un deuxième coup d'arrêt qui vous obligerait à recourir au chômage partiel tout à fait localement, partiellement, individuellement. Et troisième hypothèse, c'est le bénéficiaire de la prestation qui vous dit en fait, moi, ça ne va pas, vous n'allez pas venir parce que je ne sens pas votre truc. C'est soit vous risquez de me contaminer, soit de contaminer la personne qui va bénéficier de la prestation. Donc là aussi, il faudrait sourcer. À chaque fois, tout dépendra des moyens de preuve dont vous disposerez pour ces 3 séries de cas. Et je pense que dans les 3 cas, si vous êtes sur un élément objectif, vous pouvez avoir recours au chômage partiel. Alors évidemment, ce n'est pas facile à organiser dans les 3 cas. Hein. Ce n'est pas tout à fait de la même façon. Mais les 3 cas pourraient être, à mon avis, défendable. Voilà, ce serait défendable. Alors, il y a toujours dans la même veine, alors une autre question alors, intéressante dans le sens où elle est intéressante. C'est voilà, quand j'ai pas tout ce qu'on vient de dire, est-ce que la comparaison des plannings d'avant et d'après est un motif de justification de la mise en activité partielle pour cause économique, si on peut l'appeler ainsi? Je montrais les plannings habituels d'intervention, par exemple en janvier et en février, et puis je montre les plannings de mars à avril. Est-ce que le simple constat par l'inspection du travail de voir qu'il y avait des plannings d'intervention de 20 heures hebdo chez un client et qu'en pleine période de crise, il n'y a plus que 8 heures, est-ce que ça mode de preuve? Oui, c'en est un. C'en est un. Alors ça, je vous le dis immédiatement, c'est très net. C'en est un, c'est tout à fait pertinent. Puisque là aussi, c'est objectif. C'est le cas de la… D'ailleurs, ils le disent, hein, ils disaient soit la baisse d'activité, soit la baisse des conditions d'approvisionnement. Pour des prestations, c'est la même difficulté. C'est-à-dire qu'on a moins de commandes, on a moins de demandes. Et comment on fait le constat de cette diminution du carnet de commandes, hein, pardon de le dire comme ça, on est dans un langage commercial qui n'est peut-être pas le vôtre, mais vous avez moins de demandes. Eh ben, vous vous dites, attendez, moi l'année dernière, c'est pas compliqué. Ou il y a 3 mois, je vous dis, voilà, j'avais 10 commandes par semaine. Et ben là, j'en ai 5. C'est pas compliqué. C'est objectif. C'est tout à fait recevable. Là aussi, c'est tout à fait pertinent. Alors toujours dans la même thématique, est-ce que en fait le simple fait est-ce que le confinement en tant que tel est un motif de recours à l'activité partielle, même si potentiellement des clients auraient souhaité une intervention? Non, si on se contente de dire ça. Si on dit Covid-19 confinement, votre argumentaire n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit justifié par rapport à vous. Donc tout dépend de ce que vous faites et de la dimension de votre entreprise. Si vous vous contentez, bien évidemment, ce n'est pas votre idée, mais si vous vous contentez, je le dis là aussi de manière brutale à chaque fois et de manière rapide, mais si vous dites simplement j'appuie sur le bouton confinement Covid-19, ce n'est pas suffisant. Il faut dire pourquoi moi qui fais ça, je me suis retrouvé avec l'obligation de fermer en toute ou partie et de recourir au chômage partiel. Il faut l'expliquer par rapport à vous. C'est pour ça qu'on est dans une logique d'examen. Même pour ça, chaque candidat doit adapter son profil. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter de dire joker, je fais référence à tel ou tel texte. Ça ne marche pas. Il faut l'adapter à votre cas. Alors, et si pendant le contrôle, justement, l'inspecteur du travail, il nous cuisine, si vous me permettez l'expression, sur ce sujet, c'est quand même pas facile, c'est toujours impressionnant un contrôle de l'inspection du travail. Et si l'inspecteur du travail vous dit, mais attendez, vous avez, quel est votre motif? Je vois que sur le formulaire que j'ai, qui m'a servi à préparer le contrôle d'aujourd'hui, je vois que vous avez simplement dit confinement. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Parce qu'il faut quand même être préparé à dire cela. Alors, oui. Est-ce qu'on peut lui dire, est-ce qu'on peut bredouiller? Comment on peut faire patienter l'inspecteur du travail quand il est en face de nous? Parce que ça nécessite quand même de préparer un petit peu sa réponse.
Oui, oui, il faut préparer un peu sa réponse. Et je sais bien que pour certains d'entre vous, lorsque vous avez fait votre demande, c'est-à-dire sur le formulaire que vous avez rempli, c'était pas assez précis. Vous avez le droit de le compléter. Donc, on ne peut pas vous faire de reproches par rapport à ça. C'est-à-dire que votre demande était trop courte au départ, elle n'était pas suffisamment motivée. Au moment du contrôle, vous pouvez bredouiller, parce que je sais ce que c'est. Au moment du contrôle, vous allez être impressionné, vous n'allez pas avoir tous vos moyens, puis ça peut être quelqu'un de très désagréable, il faut le dire aussi, donc ça tombera le mauvais jour, donc vous allez un peu vous planter là aussi, pardon de le dire comme ça. Vous avez pas, ce qui va compter, c'est l'écrit que vous allez adresser après, et dans cet écrit, vous pouvez tout à fait compléter votre argumentaire et veiller à le faire encore une fois en adaptant votre argumentaire à votre cas précis. Donc évidemment, si pour l'instant vous êtes contenté de dire Covid-19, et au moment du contrôle, vous dites Covid-19, il va se dire, bon, celui-ci, il n'a pas compris. Mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez un peu loupé le coche au moment de la demande d'autorisation, loupé le coche ensuite au moment où vous étiez face à face avec ce représentant de l'administration, que vous n'allez pas pouvoir vous rattraper après. Si, vous allez pouvoir vous rattraper après, et là, il faudra impérativement le faire et adapter votre réponse à votre cas. Alors, pour finir un petit peu, parce que le temps file vite, hein, c'est 19h35, est-ce que le simple fait de manque de pays est une preuve suffisante? Oui, pour une période donnée. Oui, ça peut être le manque d'équipement, ça peut être ça ou autre chose. C'est tout à fait une réponse tout à fait valable. Le temps, vous dites là aussi, avec des renseignements, vous dites, moi j'ai passé une commande, on me répond que je n'aurai pas livraison des masques avant telle date, j'arrête, tant que je n'aurai pas les masques en question. Mais comment vous allez le prouver? Il faut au moins que vous aidiez votre conseil à ce moment-là en lui donnant l'échange de courrier que vous avez eu avec le prestataire en question. Ce serait un motif, mais il faut le justifier. Alors, alors, on reviendra, si vous le souhaitez, enfin sur l'activité partielle. Alors, il y a quand même un autre sujet majeur, hein, qui a déjà fait l'objet de contrôle pendant la période crise, qui se poursuit maintenant, c'est les contrôles, je dirais, de l'inspection du travail dans une visée de protection du salarié pour déterminer d'une part quels sont les moyens de protection qu'a mis en place l'entreprise pour protéger ses salariés, comment il a mis en place le déconfinement. À ce moment-là, que va faire très concrètement l'inspection du travail sur ce sujet? Sur quelle base il va s'appuyer pour un petit peu juger, analyser la conformité ou la non-conformité de l'entreprise à l'ensemble des règles qu'on a vu fleurir tous les jours, hein, sur que devait faire le chef d'entreprise pour protéger son salarié en période de crise Covid, en période de déconfinement. Et puis peut-être la question aussi, aujourd'hui, est-ce qu'un contrôle de l'inspection du travail peut porter sur la situation d'aujourd'hui, au moment où il contrôle, ou est-ce qu'il peut revenir, par exemple, au mois d'avril, est-ce que vous avez tout mis en œuvre à cette époque-là pour protéger vos salariés? C'est-à-dire, est-ce que le contrôle va porter à l'instant T, c'est-à-dire à aujourd'hui, lorsqu'il se déplace dans l'entreprise, ou est-ce qu'il peut revenir depuis le début de la crise pour dire, ben voilà, maintenant que je ne suis pas venu vous contrôler parce que j'ai estimé que vous avez autre chose à faire, vous occuper des personnes âgées. Bon, maintenant, je viens de voir quand même depuis le 12 mars, qu'est-ce que vous avez fait depuis le 12 mars? Et est-ce que vous n'avez pas respecté, par exemple, vous n'avez pas mis à jour votre ERP depuis le 12 mars, vous n'avez pas informé les salariés comme il fallait, et je décide que potentiellement, ça peut être potentiellement des infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions. Voilà, donc là, il y a vraiment un vrai sujet, c'est au niveau de la santé et sécurité au travail, à aujourd'hui, l'inspecteur du travail, il contrôle quoi? Est-ce qu'il peut revenir en arrière sur les mois précédents? Ça, c'est une vraie inquiétude qu'on a aujourd'hui. Et puis, très concrètement, dans un premier temps, ben, moi, employeur, quelles sont mes obligations générales de protection de santé au travail? Dans le cadre spécifique du Covid et de nos métiers où on a exposé nos salariés au risque, on a même fait pas dans un risque probable, dans un risque certain, lorsqu'on les a envoyés en intervention chez les personnes Covid et qu'on avait connaissance qu'ils étaient Covid, mais que ça faisait partie, c'est ce qu'on appelle les premières lignes. Donc, à ce moment-là, comment va se positionner l'inspection du travail, sur quoi va porter le contrôle et sur quoi peut s'appuyer l'inspecteur du travail un petit peu pour rechercher notre faute qui est celle de l'employeur.
Alors c'est vrai que là aussi, il y a deux questions importantes. En fait. J'en vois, qu'est-ce que vous devriez faire et est-ce que l'inspecteur, on va commencer par celle-ci, est-ce que l'inspecteur pourrait revenir sur la période passée récente et vous interroger aussi à ce sujet. Donc un constat maintenant et puis dire, oui, au fait, qu'est-ce que vous avez fait au mois de mars, au mois d'avril, comment vous avez géré tout ça. La réalité, c'est que effectivement, son champ d'investigation n'est pas limité dans le temps, ni dans l'espace, ni dans le temps. C'est-à-dire, il contrôle l'entreprise. Donc, il peut très bien dire, au fait, je vais effectivement vous interroger sur ce que vous avez fait en mars ou en avril. Donc là, ça, c'est un début de réponse à votre question. Simplement, il va avoir lui aussi un problème de preuve. C'est-à-dire, s'il a envie de vous faire des reproches sur le mois de mars ou le mois d'avril, il va être très embêté parce que il va, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, j'espère que vous le faites bien, je pense que vous avez, comme tout le monde, fait au mieux pour rattraper les trains en marche, puisqu'on disait qu'on a adopté plus de 60 textes, qu'on a eu X référentiels. Vous avez fait au mieux maintenant pour rattraper les différents trains en marche. Et donc, vous êtes un peu mieux maintenant que vous l'étiez au mois d'avril, comme tout le monde. Mais simplement, donc, effectivement, il va vous contrôler un instant T, et s'il remonte en arrière, il aura une difficulté probatoire parce que vous allez pouvoir lui dire, ben, je faisais comme je fais aujourd'hui, à peu de choses près, si ce n'est qu'il y a eu peut-être des retards à l'allumage, mais ça, c'est pas très, très grave. Donc, ne tentez pas de perche pour vous faire battre, n'allez pas lui donner trop d'éléments sur le passé, ça sera à lui d'aller les rechercher pour voir si vous n'étiez pas à ce moment-là aux normes ou pas. Sur si on devait résumer ce que l'on doit faire, donc il y avait cette question de temps, mais si on doit résumer en pratique ce que l'on doit faire aujourd'hui, en fait, vous avez trois séries de questions par rapport à ça. Vous devez d'abord, dans une logique commerciale, vous dire, moi je suis le meilleur. Moi, je suis le meilleur, je suis le plus propre, je suis le plus sécurisé. Il y a comme ça que vous arrivez à délivrer vos prestations. Donc là, vous devez être sur un discours ultra protecteur qui va au-delà même des discours environnants. Vous vous dites, moi, je ne remets pas en cause les normes en question parce que vous pourriez avoir des débats. C'est plutôt le rôle de votre fédération qui le fait très bien. Mais vous, entreprise, vous n'allez pas dire je vais challenger le gouvernement et la DGT ou la DGEFP, Direction générale du travail ou Direction générale de la formation et de l'emploi, sur ces questions sanitaires. N'entrez pas dans ce débat-là. Vous devez dire sur un plan commercial, moi je suis le meilleur, je suis le plus propre, il y a toutes les sécurités requises, je passe tous les coups de fil qu'il faut, je fais toutes les investigations qu'il faut. Donc il y a d'abord un discours commercial. On l'oublie souvent, mais avant de un bon juriste ne vous dit pas que des questions en droit. Donc, il y a d'abord un discours commercial. Vous avez ensuite un discours social, c'est-à-dire que vous devez impérativement vous soucier de ce qui va se passer. Là aussi, je sais bien qu'il y a des casse-pieds dans le lot, mais il y a aussi des gens qui font très bien leur boulot, et la plupart de vos intervenants font bien leur boulot, la plupart de vos salariés font bien leur boulot, donc vous devez avoir un discours au plus près, bien plus qu'avant, bien plus qu'en dehors de la période de crise sanitaire, encore une fois, qui se poursuit jusqu'au 10 juillet. Donc, il est temps, on peut encore se rattraper. Mais il faut absolument voir, c'est ce qui fait souvent défaut, il faut que la logique que vous avez décidé de décliner en matière de sécurité, de santé et de sécurité, il faut la décliner très précisément avec vos propres salariés. Discours commercial, discours. Donc, multiplier les échanges avec eux, même par téléphone, mais multiplier les échanges avec eux pour être d'équerre, pour être accord avec eux, pour pas qu'il y ait de surprise par rapport à ça. Discours commercial, discours social. Sur le plan juridique, pour ne pas oublier, vous avez deux niveaux. Vous avez un niveau individuel et un niveau collectif. Donc, au niveau individuel, normalement, il faudrait là aussi que vous ayez, à un moment ou à un autre, adressé un écrit à chacun des salariés pour lui préciser les conditions nouvelles de ces interventions pendant toute la crise sanitaire. Si vous n'avez pas cet écrit, je serai un peu embêté. Ce sera difficile de vous défendre, et notamment vis-à-vis de l'inspection du travail. C'est qu'il faudrait normalement, même si c'est un écrit standard que vous avez écrit, adressé à chacun d'entre eux, il faudrait que vous rappeliez quelles sont les conditions d'intervention, les protections, les gestes, etc. Et la déclinaison de ce qui apparaît partout et sur les questions pour lesquelles on vous a rabâché les oreilles, les distances, les masques, le gel et tout ça. Il faut que dans un écrit de l'employeur à l'intention du salarié, donc au niveau juridique individuel, on retrouve à un moment un écrit qui permette de savoir quelle est la liste des consignes à respecter pour chacune des interventions. Et vous avez au niveau collectif, je termine par ça, c'est le plus délicat, juridique collectif, c'est qu'effectivement, vous avez normalement l'obligation de mettre à jour un certain nombre de documents, notamment si vous dépassez certains seuils, c'est le document unique d'évaluation des risques. Ça, je sais que c'est plus délicat. Rattrapez-vous dès que possible. Ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes. Vous avez des référentiels qui vous sont donnés par votre fédération, des référentiels qui vous sont donnés par le gouvernement. Même si vous faites des copier-coller, on s'en moque. Mais faites à un moment ou à un autre ce copier-coller qui permette de dire que vous êtes soucié
de l'évaluation des risques, et notamment et de le formaliser pour pouvoir dire ensuite collectivement, j'ai informé l'ensemble des salariés et je l'ai retranscrit dans ce document d'évaluation des risques. Et j'ai eu des échanges avec mes représentants du personnel, si j'en ai, mais là, ça implique que vous dépassiez certains seuils d'effectifs. Mais il faudrait qu'à un moment ou à un autre, vous formalisiez ça, que vous n'ayez pas pu le faire en mars et en avril, en mai encore ça passe. Juin, juillet, on ne vous le pardonnera pas si ça n'a pas été formalisé. Donc, il faut absolument, pour vous les retardataires, et je sais bien que vous êtes nombreux, mais faites-le maintenant. Faites-le maintenant. C'est-à-dire que vous avez écrit à chacun de vos salariés sur le plan juridique individuel et sur le plan collectif, vous avez fait en sorte de mettre à jour ces différents documents en n'oubliant pas que le Covid-19 et la crise sanitaire, ce n'est pas que du physique. Il y a aussi un risque psychologique important. C'est-à-dire que ça a perturbé tout le monde. Donc, ça a perturbé aussi vos salariés. Donc, il faut aussi que dans votre document, vous appréhendez cette question des risques psychologiques. Voilà, commercial, social et juridique. Si vous faites l'effort de décliner ces différentes règles et votre réaction, votre réponse en la formalisant, vous devriez pouvoir vous en sortir. Alors, si j'ai un salarié qui a bénéficié d'une mise à l'isolement par la médecine du travail, mais que ce salarié souhaite à un instant T retravailler et que l'entreprise souhaite le faire retravailler, c'est la question d'Ariane, et que je lui fournisse tous les moyens de protection. Pour autant, dès lors que la médecine du travail a estimé que ce salarié devait être en situation d'isolement, est-ce que je n'expose pas quand même le salarié à un risque potentiel, avec une faible probabilité, mais peut-être, et est-ce que ma responsabilité peut pas être, est-ce que l'inspecteur du travail ne peut pas aller dire à cet employeur qu'en réalité, du fait que le salarié est un salarié à risque, 67 ans, diabétique, qui a eu une mise en isolement, pour autant l'employeur l'a fait travailler et il lui a fourni quand même les EPI, mais pour autant, est-ce qu'il ne prend pas un risque? S'il prendrait un risque. Oui, moi je ne contournerai pas une décision de la médecine du travail. Même si, pour des raisons sociales, humaines, personnelles, vous dites, ben quand même, ça ne va pas ce truc, ne contournez pas une décision de la médecine du travail. Même si elle vous apparaît contestable, vous pourriez d'ailleurs décider d'exercer un recours à l'encontre de cette décision du médecin du travail, ce que je vous déconseille fortement, parce que c'est extrêmement laborieux, extrêmement compliqué, et les résultats qu'on obtient, parce que les magistrats ne sont pas formés pour ça, vos interlocuteurs magistrats que vous allez avoir sur ces questions-là ne sont pas formés pour ça. Donc, ce sera extrêmement décevant. Ne contournez pas une décision, même si c'est un problème, ne contournez pas une décision du médecin du travail. Alors, c'est plusieurs fois cette question est revenue. Alors, pas ce soir, mais c'est un petit moment qu'on l'a. C'est que là, en fait, on a eu une exception. Bon, alors, il y a eu plein d'exceptions dans la période Covid, bien naturellement, mais les médecins du travail n'ont pas la possibilité de prescrire des arrêts de travail. Sauf que pendant la période Covid, on a eu une nouvelle casquette des médecins du travail qui a été celui d'émettre des certificats d'isolement. Donc, ils ne sont plus dans leur rôle du médecin du travail, mais ils agissent au même titre que le médecin de ville ou le médecin de campagne. C'est-à-dire qu'ils ont émis des certificats d'isolement, mais qui est estampillé par un médecin du travail. Et c'était plutôt le sens de la question d'Ariane, c'est que est-ce qu'on est bien toujours dans le raisonnement du droit du travail encadrant les règles des centres de médecine du travail et du rôle du médecin du travail, mais lorsque le médecin du travail se substitue au médecin de ville, est-ce qu'on est toujours dans la même procédure? Est-ce qu'on doit avoir la même forme de contestation que, je dirais, un certificat d'aptitude ou d'inaptitude au poste? Parce que là, il y a quand même un petit flou aujourd'hui. Et donc, je trouve que la question était très pertinente, parce qu'un certificat d'isolement de la médecine du travail, c'est comme s'il avait été émis. Est-ce qu'il a d'autres valeurs particulières que s'il avait été émis par un médecin de ville? Et là, c'est pas un arrêt de travail, c'est pas un arrêt de travail pour accident du travail. C'est simplement un certificat qui a été émis par un médecin du travail et pas par un médecin de ville. Est-ce que je peux quand même le faire reprendre sans repasser par la médecine du travail? Et est-ce que l'inspecteur du travail, comment il va analyser cette situation-là? Et c'est vrai que ce que vous dites là, c'est qu'en temps normal, mais on n'est pas en temps normal, on est en temps de crise et il y a des textes qui prévoient des dérogations. C'est vrai qu'en temps normal, un médecin du travail va se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié. Ce n'est pas lui qui va décider d'un arrêt de travail. Il va renvoyer le salarié en question vers son médecin traitant, de ville ou de campagne, comme on le disait tout à l'heure. Donc, il se prononce en temps normal sur aptitude ou inaptitude, donc l'aptitude du salarié.
avec réserve éventuellement, et il renvoie vers son médecin de ville. C'est normalement la même logique pendant la crise sanitaire, avec une réserve près, c'est qu'effectivement ces certificats d'isolement, pour faire court, sont délivrés là, et c'est une dérogation prévue par les textes, par le médecin du travail. Et donc effectivement, on est dans un dispositif dérogatoire qui brouille un peu les cartes par rapport à nos référentiels habituels, mais qui n'en demeure pas moins licite puisqu'il y a un fondement qui résulte des textes, lois et ordonnances qui ont été adoptés pendant la crise sanitaire. Donc, on ne peut pas le contester, même si ça heurte un peu notre logique habituelle. Il pourrait y avoir un débat sur ces certificats d'isolement si, effectivement, dans un cas particulier, vous avez un médecin du travail qui se dit un peu frileux, allez, là aussi on le dit rapidement, qui vous dit ben non, en fait, lui, il faut l'isoler, voilà, là aussi, pour faire court. Et vous avez ensuite un médecin traitant qui dit ben non, moi je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, vous auriez des éléments pour exercer un recours. Mais à défaut, je ne m'engagerai pas là-dedans, même si je comprends bien votre logique habituelle qui dit mais c'est curieux ce truc parce que ça ne correspond pas à ce qu'on fait habituellement. On n'est pas dans une période normale, donc les cartes sont différentes. La lecture, aussi la grille de lecture est différente. Alors, toujours dans cette notion-là, les visites médicales par téléphone, comment? Parce qu'apparemment, donc, on me pose la question, je la comprends pas trop, mais c'est-à-dire qu'il y a eu une grande libéralité quand même qui a été opérée jusqu'à présent. C'est-à-dire que pendant toute une période, c'était la mainmise du salarié. Et que par exemple, c'est la tromperie du salarié qui a permis, alors je rebascule un petit peu sur l'activité temps partiel, parce qu'on a quand même une grosse question, beaucoup de questions sur l'activité temps partiel, mais un salarié qui aurait fait l'attestation sur l'honneur de garde d'enfant par exemple, qui était mis en activité partielle, et qui puis ensuite l'inspecteur du travail conteste cette situation, est-ce qu'il est lié par l'attestation sur l'honneur du salarié ou est-ce qu'il peut aller plus loin, vérifier que le salarié n'a pas, n'a pas fait une tromperie en posant un faux certificat quelque part, une fausse attestation? Est-ce qu'on est couvert, nous, ou pas? Oui, vous l'avez dit. Le débat, il serait si l'inspecteur décide d'aller plus loin, ou le contrôleur de l'administration décide d'aller plus loin, ça sera en quelque sorte son problème dans un débat avec le salarié en question, pas avec nous. Nous, le texte nous dit qu'il fallait qu'on ait une attestation, on a obtenu cette attestation sur l'honneur, nous, on n'ira pas au-delà. On était d'équerre en quelque sorte, on a respecté les règles. Ça sera, si l'inspecteur dit, mais moi je suspecte une fraude qui serait le fait du salarié, il s'arrangera avec lui en quelque sorte. Hein. Il aura des pouvoirs d'investigation qui lui permettront d'aller l'inquiéter, mais ce ne sera pas notre problème. Alors là, donc c'est un peu le principe de parole d'expert. Quand on a un expert, on le tient et on dérape du sujet. Mais alors je profite de la question. C'est mes salariés sont convoqués par téléphone pour la visite médicale. Est-ce que c'est normal? Oui, ça l'est pendant la période de crise sanitaire. C'est curieux. Je suis un peu étonné parce que je pense que toutes les bonnes questions ne peuvent pas être posées par téléphone. On ne peut pas tout voir, tout comprendre, mais effectivement, c'est licite pendant la période sanitaire. Il pourrait y avoir des visites qui ne se feront qu'à distance. Alors, toujours dans les modes de preuve, est-ce que la responsabilité de l'employeur peut être engagée s'il n'a pas, je dirais, s'il a accepté des attestations, par exemple de l'école, où il avait un doute certain, où là où même il était convaincu qu'en fait c'était une attestation frauduleuse, fausse, une attestation de l'école qui est faite sur du papier libre, sans en-tête de l'école, ni cacher l'établissement. Comment ça passe avec l'inspecteur du travail? Oui, là, vous avez raison de reposer cette question-là. En fait, on repose la question qu'on a posée tout à l'heure, mais vous avez raison de le faire parce que je vais vous dire qu'effectivement, j'ai répondu tout à l'heure que c'était plus votre problème et celui du salarié. Si effectivement vous identifiez, c'est un peu différent si vous comprenez tout de suite qu'en fait vous avez un faux entre les mains. C'est-à-dire si on est avec un faux grossier, comme on dit en matière pénale, là, effectivement, l'inspecteur pourrait vous dire, non, attendez, si ça a été fait avec un papier avec des petites fleurs et une école qui n'existe plus depuis 1950, il va vous dire, vous vous moquez de moi, quoi. Vous avez bien vu que ce truc était un faux. Là, votre responsabilité pourrait effectivement être engagée. Donc, on reviendrait un peu sur vous. Mais il faudrait vraiment que le faux soit grossier. Il ne faudrait pas que ce soit, en fait… ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on a la difficulté pour des travailleurs étrangers. Hein, c'est que vous savez que étrangers en dehors de l'Union européenne,
on doit produire des documents. Hein, et c'est vrai aussi pour le jeu, c'est vrai aussi pour quelqu'un qui vient de Pologne ou d'Allemagne. Hein, il faut normalement que l'on ait une photocopie de ces papiers d'identité. Et il y a beaucoup de faux qui ont circulé. Et là aussi, normalement, vous devez être, on raisonne en bon père de famille. Alors maintenant, on ne dit plus ça, mais c'est une analyse raisonnable. Et donc, s'il apparaît immédiatement que votre truc est bidon, là aussi je fais court, vous devez le relever. Mais appréciation raisonnable, si le faux est bien fait, ce n'est pas de votre faute. Donc Alors, voilà comment l'analyse va se faire. voilà. Et le parquet, qui peut poursuivre sur la base d'un procès-verbal dressé par l'inspection, va lui aussi procéder à cet examen. Le procureur de la République, qui peut vous poursuivre ou pas vous poursuivre pour des questions de ce type, pour des questions de fraude, lui aussi, il va regarder très près ces questions-là. Il va dire, attendez, si vraiment c'est énorme, il n'y a pas de doute que vous êtes complice. Si c'est fait par un bon, et c'est facile maintenant, vous savez, avec les imprimantes, etc., c'est facile de faire des faux. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être un expert et d'avoir remarqué. Alors c'est vrai, mais l'inverse c'est vrai aussi dans le sens où en fait on a les faux grossiers qui sont en fait des originaux. Dans le sens où pendant cette période de crise, très souvent les écoles, les établissements qui étaient réquisitionnés ou ouvertes, elles ont fait des attestations sur papier libre. Elles étaient en effectif réduit, donc elles ont pris une rame de papier A4 et puis le directeur de l'école a pris son stylo et il a écrit, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de papier d'en-tête. Et là, comment va se positionner l'inspection du travail? A-t-on le droit de vérifier auprès de l'établissement? Peut-on demander l'attestation a posteriori de l'établissement? Comment réagir? Parce qu'en effet, l'inspecteur du travail dit bah, attendez, comme dans une même commune, toutes vos attestations, elles sont faites sur papier libre de l'établissement, elles ne sont pas signées, elles sont pas datées, elles sont faites un peu sur le bout de la table, sur le coin de la table. Pourtant, on est de bonne foi et c'est une vraie. Je l'ai constaté personnellement. J'ai eu dans un petit village, 1200 habitants. Je vous garantis que l'attestation de ma fille, c'est un A4 rempli à la va-vite au bic. Et il n'y a pas d'en-tête, il n'y a pas de cachet. Ça pourrait sembler être un faux. Oui, Comment on s'en sort avec l'inspecteur du travail? C'est un faux ou un document qui serait un élément de preuve insuffisant. Et là, ce ne serait pas tout à fait un faux, mais ce ne serait pas complet. C'est-à-dire que le document ne serait pas suffisant. Vous pouvez toujours vous rattraper. C'est-à-dire que vous gardez votre document original qui était un peu court et sur lequel il n'y avait peut-être pas de papier en tête, pas le bon tampon, pas de signature. Normalement, il faut qu'il y ait un papier en tête, une signature de la personne, datée et signé, on l'a dit, mais on identifie le nom de la personne, la date et sa signature. Il faut au moins qu'on ait ces trois éléments-là. Si on n'a pas ces différents éléments, plus le papier en tête, si on n'a pas ça, on peut toujours se rattraper. Donc, on garde le papier original qui n'est pas un faux, que l'on a fait établir à la va-vite initialement, et on peut le compléter avec un document complémentaire de l'établissement en question qui vient dire « je vous certifie l'exactitude des informations que je vous ai données à cette époque-là ». Ça ne va pas être facile de l'avoir, mais procédez là aussi par échantillonnage. C'est-à-dire sur tous les cas de risque que vous avez, vous allez pouvoir vous rattraper dans les semaines à venir. Et au moment du contrôle, autre méthode possible, c'est au moment du contrôle, vous allez voir sur quoi on vous pose des questions. Et là aussi, il faudra veiller à rattraper tous les dossiers, mais ce ne sera pas illicite de le faire, ce sera licite de le faire. C'est-à-dire que vous avez un élément qui aujourd'hui est peut-être un peu insuffisant, vous avez parfaitement le droit de le compléter et le cas échéant de faire une nouvelle attestation, c'est-à-dire un véritable témoignage, c'est-à-dire un témoignage du chef d'État. Je ne sais pas s'il aura le temps de faire tout ça, mais il faudra faire au mieux sur les cas douteux pour lesquels vous serez contrôlé, pour vous rattraper. Et est-ce que le procureur de la République, dans le cadre qui diligenterie d'enquête suite à un procès verbal, a les moyens d'aller quérir le chef d'établissement ou le faire auditionner pour confirmer ou pas les dires du chef d'entreprise? Est-ce que vous, si vous défendiez un chef d'entreprise dans cette situation-là, vous aurez les moyens, les outils juridiques, Xavier, pour, dans la défense du chef d'entreprise, contraindre l'établissement à se justifier et confirmer les dires de votre client? Oui. Je le ferai soit directement, par l'intermédiaire effectivement, au nom du client intéressé, j'écrirai directement au responsable d'établissement pour lui dire écoutez, vous avez bien voulu à telle date établir un document, il apparaît que les éléments ne sont pas suffisants, donc je vous demande de le confirmer. Il pourrait me dire mais allez vous faire voir. Je pense que le plus souvent, ce n'est pas ça qui va se passer, parce qu'on irait un peu loin. Là, on part du principe que la personne pourrait être poursuivie pénalement. Donc c'est du très sérieux. C'est ce qu'il faudrait faire valoir au moment où on interrogera le chef d'établissement. L'inspecteur ne pourrait pas le faire directement,
mais le parquet pourrait, lui, faire une investigation parallèle, c'est-à-dire envoyer un officier de police judiciaire pour aller dans l'établissement en question s'il suspecte, si vous voulez, des manœuvres. Donc moi, en tant que conseil, j'interrogerai l'établissement. En parallèle, le représentant du parquet via un officier de police judiciaire pourrait faire la même démarche que moi et il pourrait rapprocher ensuite nos investigations. Hein. Donc il faut être très sérieux par rapport à ça. Donc je le ferai, moi, en étant en confiance avec la personne pour qui je le ferai, parce qu'il faut faire très attention à ça. Et derrière, effectivement, on pourrait, si on n'obtient pas les informations directement en relation avec l'établissement, on pourrait insister auprès du représentant du parquet avant qu'il ne déclenche des poursuites pour lui dire « mais vous, interrogez l'établissement. Moi, j'ai obtenu ce que j'ai pu obtenir à l'époque donnée. C'est la crise sanitaire, ce n'était pas facile. J'ai obtenu ce que j'ai pu obtenir. Allez vérifier auprès de lui, vous allez voir si mes déclarations sont fausses. » Et il faudrait vraiment qu'il constate que l'établissement lui dise « ah mais pas du tout, je ne vois pas de quoi vous me parlez, je lui fais un bout de papier, mais je ne sais pas d'où ça sort ce bout de papier, c'est faux ce qu'il vous raconte ». Là, effectivement, on va commencer à avoir des problèmes. Vous voyez, mais il faudrait qu'on aille un peu loin. Hein. Mais donc on a parfaitement le droit de contacter l'établissement scolaire. Et est-ce qu'on peut vérifier aussi, alors c'est une question souvent qu'on a toujours dans la même veine, hein, c'est-à-dire voilà, le salarié me porte une attestation, est-ce que je peux appeler l'établissement pour vérifier? Est-ce que j'en ai le droit? Je ne suis pas certain de vous répondre favorablement à cette question, parce que je pense qu'on commence à se mêler de la vie personnelle et familiale du salarié en question. Je pense qu'il faut partir du principe que ce qu'on vous a donné est vrai, sauf, je vous dis, faux grossier, partir du principe que normalement l'exécution du contrat se fait de bonne foi, c'était en lien avec le contrat de travail, donc c'est de bonne foi, partez du principe que vous avez normalement un document authentique. Je vous dis, sauf si vraiment il apparaît qu'il y a des difficultés sur le document en question, moi je commencerai par interroger le salarié avant d'interroger, intéressé, hein, concerné, avant d'interroger l'établissement. Je pense que là, vous prenez des risques de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Parce que imaginez qu'il y ait des problèmes de garde d'enfants, par exemple. Vous voyez, de couples qui se séparent, il y a des problèmes de garde d'enfants. Vous allez mettre le feu aux poudres et on va vous dire que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Donc ne le faites pas. Interrogez-vous plutôt le salarié, en le formalisant, hein, en formalisant vos doutes. Alors, toujours, alors on bascule un petit peu sur la santé et sécurité au travail. Un salarié qui aurait dû être en arrêt de travail en isolement, dont on a envie d'apporter la connaissance. Par exemple, du fait de l'âge. On sait que les personnes à partir d'un certain âge ont été une personne à risque. Donc, lorsque j'ai un salarié dans l'entreprise, et c'est pas souvent on a des salariés à la retraité ou c'est des compléments de salaire qu'on aurait dû, en toute conscience, on sait que c'est une personne à risque. Elle a 67 ans, 69 ans, c'est une nounou, par exemple, on n'aurait pas dû la faire travailler, on le sait. Est-ce que l'inspecteur du travail, simplement du fait qu'il a une suspicion de dire, mais attendez, ce salarié à 67 ans, 68 ans, elle est pile poil dans les critères de l'isolement, et pour autant, vous l'avez maintenu en poste, est-ce que vous n'avez pas failli à votre obligation de santé et de sécurité au travail, et donc d'être passible d'une infraction? Alors, infraction en amont, non, mais en cas de dommage, infraction, oui, malheureusement. C'est-à-dire, alors, plus sur un terrain pénal, mais en droit vraiment de la sécurité sociale. C'est-à-dire que si malheureusement, alors que vous avez été, je le constate dans un cas comme celui-là, de bonne foi, aimable avec la personne, puis vous êtes soucié aussi du bénéficiaire de la prestation, donc vous étiez sur une chaîne de bonne foi, une chaîne de bonnes intentions, vous pourriez avoir un problème, donc encore une fois, pas en droit pénal, mais en droit de la sécurité sociale, en cas de dommage de la personne concernée, c'est-à-dire qu'elle contracte une affection, elle se blesse, il y a un accident de trajet, un accident de travail, elle se rend sur place et elle a un accident, elle pourrait très bien ensuite vous dire qu'il y a eu faute inexcusable de la part de l'employeur et donc il y aurait une majoration de son indemnisation. Je crains que dans un cas comme celui-là, la faute inexcusable soit malheureusement, alors qu'encore une fois, vous avez été de bonnes intentions, vous avez exprimé que de bonnes intentions. Il y aurait, à mon sens, faute inexcusable de votre part, de la part de l'employeur. Donc, un risque de majoration des dommages, de l'indemnisation, ce qui est choquant. Alors, hein, mais je vous dis franchement, on pourrait vous défendre. Hein. Bien évidemment, dans un dossier comme celui-là, on mettrait l'accent sur les bonnes intentions et l'échange qu'on aurait eu. Il faudrait là aussi formaliser idéalement. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous ayez eu un échange. Même après coup, ce n'est pas grave, rattrapez-vous maintenant. Mais quand même dire, la personne en question qui était potentiellement une personne fragile a souhaité une personne vulnérable. On a eu le cas même dans les cabinets d'avocats. Hein. Vous avez des personnes d'un certain âge, d'un certain poids ou avec des pathologies qui ont continué à travailler. On aurait dû normalement leur dire vous restez chez vous. Non, non, la difficulté se pose de la même façon et la faute inexcusable pourra se poser aussi en cas de dommage. Donc,
pensez à l'écrit avec Et cette rapidement, personne. Xavier, si vous voulez préciser ce que Bien sûr. c'est la faute inexcusable et quelles conséquences pour un employeur. Normalement, c'est très simple pour le dire rapidement. Normalement, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, vous avez une indemnisation forfaitaire de la part de l'employeur. La faute inexcusable, donc, vous voyez, vous êtes responsable d'un dommage subi, maladie ou accident, au temps et au lieu de travail, ou pour se rendre sur son lieu de travail. C'est vous qui êtes responsable. Donc, vous indemnisez. L'indemnisation est forfaitaire. En cas de faute inexcusable, on fait sauter les verrous de cette indemnisation forfaitaire. On déplafonne en quelque sorte. Donc, on va au-delà des remboursements qui sont parfaitement tarifés et on peut avoir à verser des dommages et intérêts pour couvrir l'ensemble des dommages subis par le salarié en question du fait de cette faute inexcusable. Vous voyez, donc, forfaitaire en cas d'accident normal, en cas de faute inexcusable, alors faute inexcusable au sens du droit de la sécurité sociale, pas au sens commun, hein, faute inexcusable, dès lors qu'il apparaît que vous n'avez pas rempli parfaitement votre obligation de sécurité et de santé, de préservation de la santé, on fait sauter ce verrou et on peut aller sur un remboursement qui va au-delà de ces forfaits habituels. Et en termes de montant financier, vous pouvez nous donner une petite idée de ce que ça peut représenter. Imaginons mon salarié en question de 67 ans contracte le Covid malheureusement et a 4 jours de réanimation. Elle s'en sort. Bon, elle s'en sort. Malheureusement, je ne pourrais pas le chiffrer comme ça, parce qu'il y a des grilles et c'est malheureusement affreusement compliqué. Allez, à la louche, vous pourriez craindre des indemnisations, je vais faire peur à tout le monde, qui iraient jusqu'à 10 000 ou 30 000 euros. Hein. Donc voilà, tout préjudice confondu. On est sur des forfaits de ce type-là, dans les cas les plus graves, avec des fautes inexcusables. Mais voyez, ça ne correspond à rien, c'est vraiment très empirique là ce que je vous dis là. Oui, donc voilà, on sait qu'on a un risque, on n'est pas dans le rang de 100 000, 200 000, 500 000 euros. Voilà. Souvent, il y a ce mythe-là, hein, souvent dans les entreprises, que faute inex, c'est des sommes astronomiques. Il faut peut-être c'est un sauf petit peu décès. proportion. Sauf décès, pour vous interrompre. Pardon, s'il y a décès, imaginez le pire des scénarios, là, on ne sera plus du tout sur la même logique d'indemnisation. Vous avez des ayants droit qui se retournent contre vous parce que vous avez fait travailler un salarié de 67 ans, par exemple, qui a contracté le Covid-19 pendant cette période-là. Si demain, on dit il a contracté à cause de vous, il y a faute inexcusable, là, je crains que les dommages-intérêts atteignent des montants beaucoup plus importants. En cas de décès, donc, mais je n'imagine pas ce scénario-là. Alors oui, Maryse, en tant qu'employeur, la vie n'est pas facile. Nous sommes parfaitement d'accord. Je crois que Xavier peut me le confirmer. C'est son quotidien, en plus de nous. Alors, voilà, une question toujours d'Alexandra. Ça va être l'avant-dernière question parce que le temps file. Peut-on basculer la responsabilité de la fourniture des EPI sur les bénéficiaires à l'avenir et comment apporter la preuve de la fourniture des EPI? Alors, les échanges par écrit sont votre seul moyen de preuve, donc par mail. Hein, les mails sont des écrits par rapport à la fourniture de ces éléments-là. Et il faut ensuite, donc il y a échange avec le fournisseur par écrit, ensuite échange avec le salarié, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, individuellement, il faut rappeler que vous lui avez donné les éléments lui permettant d'intervenir, les équipements lui permettant d'intervenir dans de bonnes conditions. Et ensuite, possible exercice de votre pouvoir de direction allant jusqu'à l'exercice de votre pouvoir disciplinaire. Si le salarié intervenant a bien les équipements en question, il ne les utilise pas correctement. Là, vous pouvez aller jusqu'à l'exercice de votre pouvoir disciplinaire en disant, attendez, moi, pour me dégager de toute responsabilité ou d'une partie de ma responsabilité, j'ai le droit potentiellement de vous sanctionner. Donc, il y a les trois. Il y a échange avec le fournisseur pour démontrer que vous avez bien tout ça, échange avec le salarié, le représentant du personnel, pour démontrer que vous avez bien donné ces éléments-là, et ensuite échange avec le salarié éventuellement sur un terrain disciplinaire s'il apparaît que les équipements ne sont pas utilisés correctement. Mais alors, pour être plus précis, c'est moi je suis employeur et je dis en fait que comme les intervenants se déplacent, elles ne passent pas souvent au domicile, est-ce que je peux dire à mon client, écoutez, c'est à vous de fournir le masque à mon salarié? Normalement, non. Ouais, normalement, non. Normalement, non. Sauf si vous avez des dispositions contractuelles particulières qui vous permettent ça. Mais aujourd'hui, en l'état, non. Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est sur vous que pèse cette charge-là, qui n'est pas mineure, hein, puisque vous avez un coût important et puis des risques importants si vous êtes pris en défaut. Donc, mais aujourd'hui, la responsabilité pèse sur vous. De la fourniture des équipements et du port des équipements sur place.
Ça ne peut pas être le client. Alors, toujours dans cette même veine du gant, dans cette même veine des masques, une fameuse fiche inventée par le ministère du Travail et le groupe de sachants qui les entourent, qui est la fiche d'aide à domicile, préconise le port du double masque dans certains cas de figure. Or, moi, employeur, j'ai un pouvoir de direction sur mon salarié. Mais un pouvoir de direction sur mon client, c'est un peu plus délicat. Et que se passe en termes de responsabilité d'un chef d'entreprise si mon salarié qui a des EPI, qui a son masque, mais dont le client refuse de porter le masque que le salarié lui donne? Est-ce que c'est un droit de retrait ou pas du salarié? Et moi, je suis fort dépourvu parce que je ne peux pas contrôler. Si l'inspecteur du travail, fort de cette fameuse fiche, me demande pendant le contrôle, mais comment vous faites? Comment je peux pour vous assurer du port du double masque? Oui, on ne peut pas. Et lui, il aura un problème de preuve lui aussi. On ne peut pas. La réalité, c'est… Mais l'inspecteur aura aussi un problème de preuve. Parce que il faudrait vous dites, moi j'ai commandé le matériel nécessaire, je vais donner le matériel nécessaire, je vais donner les informations et la formation requises pour le port de ces équipements-là. Mais j'apprends qu'en fait, vous avez un doute sur le port de ces équipements pour telle ou telle intervention. Mais quels éléments vous avez pour douter de ça? Normalement, on part du principe de bonne foi. On part du principe que dès lors que les choses ont été faites formellement, après une intervention, il faudrait qu'on vous signale. Pour que votre responsabilité puisse être engagée, qu'il y ait une difficulté, il faudrait qu'on vous signale une difficulté. Donc, il faudrait que vous ayez eu un mot du salarié, du bénéficiaire de la prestation ou de l'inspecteur qui aurait fait un contrôle sur place, qui aurait dit « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça ne correspond pas du tout à ce que vous m'avez dit. » Mais il faudrait qu'il ait fait un contrôle. Donc, il faudrait qu'on ait une remontée de terrain qui nous permettrait de dire « Nous, ben, je n'ai pas réagi en conséquence. » Mais en temps normal, sans ces remontées de terrain, sans ces exemples concrets, on part du principe que vous êtes aussi de bonne foi. Et dès lors que vous avez dit j'ai commandé les équipements, je les ai fournis et j'ai expliqué comment les porter. Après, ce qui se passe dans les foyers de chacun, vous ne pouvez pas être derrière chacun d'entre eux. Mais je vous dis encore une fois, l'inspecteur aussi il aura un problème de preuve. Et qu'il faudra aller me dire que chez Madame Machin ou Monsieur Untel, ça ne s'est pas bien passé. Si on n'a pas eu de remontée de terrain, ça ne marche pas. Alors, il y a Andoin qui pose une question très pertinente. Est-ce que l'inspecteur de travail pourrait, de son propre fait, interroger les salariés? Oui, oui, tout à fait. Et qui vont peut-être dire des bêtises aussi. Donc, on sera en droit de les contredire. C'est-à-dire que normalement, les salariés, il faut leur apprendre. Je suis désolé, mais ça peut paraître très professoral de le dire comme ça. Mais il faut qu'on ait un discours commun. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il y a des frictions, ça va être plus délicat. Mais normalement, il faut qu'on ait un discours commun sur les règles de sécurité. Mais j'imagine que des salariés vont dire mais pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça, c'était minable. Etc. Bah, vous pourrez dire c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, voilà ce que j'ai fait et voilà comment je le prouve. Donc là, il pourrait y avoir effectivement des différends. Mais c'est quand même votre parole qui l'emportera parce que c'est vous le responsable. D'accord? Donc, normalement, un discours commun, peut-être des ajustements nécessaires, mais votre propos doit normalement l'emporter. Et si un salarié persiste en disant mais pas du tout, ça s'est très mal passé, là aussi, il aura un problème de preuve. S'il commence à formuler des accusations contre vous, il faudra qu'il le démontre. Il faudra qu'il démontre qu'il a fait des remontées de terrain et que vous n'avez pas réagi en conséquence. Donc, s'il y a un écart, il y aura un débat probatoire. Alors, merci Xavier pour cette réponse. Je pense, alors, on va peut-être prendre une toute dernière question, parce que c'est déjà 20h11, le temps passe très très vite, et parole d'expert d'une heure, peut-être qu'on va faire la prochaine fois au moins 1h30. Donc, la dernière question d'Ardouin, c'est la dernière qui arrive. N'avons-nous pas l'obligation de demander aux salariés si le bénéficiaire respecte le double masque ou les consignes de sécurité qu'on a déposées chez le client? Est-ce que c'est la responsabilité du salarié de demander, et est-ce qu'on peut demander au salarié de s'assurer lui-même que les consignes de l'entreprise sont respectées au domicile privatif de nos clients? Oui, là aussi, la question est très pertinente parce qu'il faut nécessairement que vous avez une obligation de suivi. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit un peu facilement, un peu trop rapidement, qu'il vous suffisait en amont de vous assurer de la commande des équipements et de la fourniture et du port correct. C'est vrai qu'il faut que vous ayez des éléments de suivi. Il faut que vous ayez des éléments de suivi. Donc, il faut que vous ayez des éléments qui vous permettent d'avoir des remontées de terrain pour savoir effectivement si les choses ne se sont pas bien passées. Et idéalement, que vous mettiez en place aussi un dispositif qui permettrait aux salariés de vous signaler toutes les difficultés auxquelles il aurait pu se heurter pour les bénéficiaires ou la famille du bénéficiaire.
hein, parce que c'est là que les difficultés peuvent effectivement se poser. Notamment, je sais que dans les EHPAD, hein, c'est par exemple la difficulté, alors c'est pas vous directement, mais dans les EHPAD, il y a des personnes qui ont eu des difficultés parce qu'effectivement, les gens ne voulaient plus porter les masques à l'occasion des visites. Bon, il faut que vous ayez des éléments de suivi pour qu'on puisse avoir des remontées de terrain. Donc, un contrôle en amont et effectivement des éléments qui vous permettent d'avoir régulièrement, à vous de fixer la régularité, d'avoir régulièrement, dans des limites raisonnables, des remontées de terrain qui vous permettent de vous assurer que les règles sont bien respectées. Idéalement, des échanges avec les salariés. Et la preuve par SMS, mail, il y a un mode de preuve exactement. privilégié. La preuve reste libre. Donc, effectivement, là, un salarié vous dit par SMS qu'il a eu des difficultés, vous lui répondez aussi par SMS en lui disant « il faut qu'on se voit, il faut qu'on en parle ». Comme ça vous permet ensuite de nourrir davantage le débat. Mais c'est vrai que les premiers lanceurs d'alerte, ce sont vos salariés. Donc, il faut que vous ayez un dispositif qui permette aux salariés très librement de vous faire remonter ces informations-là. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, toute dernière question, en fait, on doit. C'est une question. Alors, je souris en coin, Xavier, parce que ça va, vous êtes là, j'en profite du coup. Et tout ça, ça va durer jusqu'à quand? Est-ce que vraiment, parce qu'il y a un vrai sujet, est-ce que tout ça s'arrête le 10 juillet? Normalement, la fin de la crise sanitaire, c'est 10 juillet. Donc, normalement, les règles particulières devraient s'arrêter le 10 juillet. Mais en fait, ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'en réalité, je pense qu'on a pris de bonnes et de mauvaises habitudes et que ces niveaux d'alerte vont perdurer. Et juridiquement, vous avez une date. Deuxième temps, c'est que je pense que malheureusement, il y a un niveau d'exigence qui va rester à un niveau assez important, qui ne sera pas celui du confinement, mais qui va rester quand même à un niveau assez important dans l'esprit des médecins, dans l'esprit des inspecteurs. Je crains que les exigences soient montées d'un cran et ajouter à ça que la crise va probablement durer juridiquement au-delà du 10 juillet, hein, puisqu'on parle de deuxième vague, on parle d'autres vagues, hein, il va y avoir d'autres difficultés sanitaires, malheureusement économiques et sociales. Donc, non, le 10 juillet ne marquera pas la fin de toutes les exigences. Merci. Alors, merci beaucoup, Xavier. Écoutez, nous sommes ravis d'avoir passé ce temps avec vous. Donc, il y a eu une petite interruption parce qu'on s'était retrouvés toutes les semaines, tous les jeudis soirs pour échanger. Je vois que de nombreuses questions ont été posées encore plutôt très pratico-pratiques sur les EPI dans notre quotidien. C'était pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, donc c'est pas qu'on n'a pas voulu répondre, mais en une heure, on peut pas tout faire. Donc, au nom de la FEDESAP, Xavier, je tenais vraiment à vous remercier de nous avoir consacré du temps. Je sais que vous êtes plutôt habitué à BFM TV en tant que spécialiste, hein, interviewé. Donc, on est vraiment, vraiment très heureux que vous nous accompagniez. C'est vrai que Xavier a toujours accompagné les secteurs des services à la personne depuis très longtemps. Hein, je ne vais pas dire 2002, 2003 de mémoire. On a collaboré, on a travaillé très souvent ensemble dans l'écriture des prémices de notre convention collective. Donc, je suis très heureux de retrouver Xavier ce soir parmi vous parce que je sais que c'est un secteur qui a une affection particulière et une appétence intellectuelle parce qu'on n'est jamais dans les bonnes cases. Donc, c'est quelque chose qui le stimule. Et donc, vraiment, un très grand merci, Xavier. J'espère qu'on vous retrouvera très prochainement sur d'autres sujets dans cette parole d'expert. Et comme c'est l'habitude, je vous laisse le mot de la fin, Xavier. C'est pour vous dire merci également et essayer de dire à tous que ce n'est pas anormal de se trouver un peu anxieux par rapport à toutes ces règles, de comprendre les difficultés, se dire qu'effectivement c'est anxiogène, mais en fait pour tout le monde. Et c'est anxiogène aussi pour les bénéficiaires des prestations, c'est anxiogène pour les salariés, mais dites-vous qu'en fait, avec quelques efforts, comme toujours en matière sociale, quelques efforts de formalisation, quelques efforts de formation, on arrive raisonnablement à s'en sortir et à écarter les risques. Alors, merci beaucoup Xavier, je vous souhaite une très bonne soirée. Aux participants, merci de vous être connectés, d'avoir été très actifs dans les questions. On a été plus de 70 personnes en direct, hein, puisque 40 personnes en direct sur Zoom et autant sur Facebook. Donc pour une première en direct, 80 personnes, c'est très bien. Surtout que c'est enregistré, donc vous pouvez revisionner et reprendre le temps de bien réécouter si les passages ont été allés un peu vite.
et des fois un petit peu technique, donc n'hésitez pas. Et puis si vraiment il y a des éléments qui vous posent question, n'hésitez pas à me faire un petit mail et je verrai Xavier, je suis persuadé que Xavier nous fera une petite réponse collective si vraiment il y a des petits points qui mériteraient des éclaircissements. Le replay, vous le retrouvez sur la page Facebook et la page YouTube de la Fédération. Donc, je vous remercie vivement à tous. Je vous dis à très, très bientôt pour une autre parole d'expert sur d'autres thématiques. Alors, quand, je ne sais pas exactement, mais d'ici un mois, on va essayer d'en faire un tous les mois à minima. Écoutez, très bonne soirée à tous. Xavier, encore un très grand merci, vraiment de la part de toute la Fédération. Et on espère à très bientôt. Merci. Oui, alors avant de vous les connecter, vous avez un petit questionnaire. N'hésitez pas à répondre, c'est pour savoir si on n'a pas été trop mauvais ce soir. Voilà, merci à tous.